Du coup, on est donc Interface, donc le pôle droits humains d'Interface. Et pour donc la semaine des droits humains, donc une semaine qui vise à la promotion des droits humains, on a reçu donc la présidente d'Amnesty donc International, Madame Cécile Caudrillo, et qui dirige la section française d'Amnesty International, qui a été créée en 1971, donc 10 ans après la fondation de la véritable ONG, disons, de Amnesty International, dont le siège social, si je ne me trompe pas, est à Londres. Donc, cette association milite pour la défense des droits humains, la lutte contre les discriminations, la protection des civils dans les conflits ou la garantie de l'accès à la justice pour tous. Elle mène des actions de recherche, mais aussi de sensibilisation, de plaidoyer et de pression sur le gouvernement. Amnesty a ainsi contribué à la libération de centaines de personnes injustement emprisonnées, à la dépénalisation de l'homosexualité dans de nombreux pays comme l'Inde et à l'accès à l'IVG dans plusieurs pays. Cécile, comment vous vous sentez par rapport à toutes ces victoires au final? Toujours aussi motivée, un engagement qui date de 20 ans maintenant, hein, qui me porte, je dirais, au quotidien et qui effectivement se nourrit aussi de victoires. Pas que, mais justement, ça apprend aussi la patience et la détermination sans forcément avoir des résultats immédiats. C'est peut-être un peu à contre-courant, mais c'est très important pour nous de travailler aussi dans la durée, même si nous savons travailler dans l'urgence. Ah, il n'y a pas de son, Yula. Désolée. Du coup, maintenant, une question sur votre parcours professionnel et personnel. Comment en êtes-vous arrivé à vous engager au sein d'Amnesty International? Alors, comme beaucoup de gens, j'en ai entendu parler au lycée. C'était l'une de mes profs qui a parlé la première fois d'Amnesty International. Et je pourrais dire que ça a planté une petite graine, mais qui a mis un certain temps à croître, à devenir quelque chose qui m'a poussée à véritablement rejoindre le mouvement. Donc, j'ai eu une longue période où j'étais sympathisante, comme bien des gens, sans pour autant adhérer au mouvement. Et puis, il y a 20 ans tout juste, comme je le disais, hein, en 2001, j'ai décidé de pousser la porte d'un groupe local tout près de la fac où j'enseigne, qui s'appelait à l'époque Paris 13, Villetaneuse, et maintenant c'est Sorbonne Paris Nord. Donc c'était le groupe de Montmorency. Et voilà, donc je suis devenue membre d'un groupe local, comme bien des personnes qui rejoignent Amnesty. Et puis ensuite, j'ai pris progressivement des responsabilités, d'abord locales, puis régionales, pardon, ce qui m'a conduite à rejoindre le Conseil national, c'est-à-dire tous les représentants régionaux qui se réunissent à Paris tous les 2 mois. Et de ce fait, ça m'a mise en contact avec l'équipe dirigeante bénévole et ça m'a donné envie de la rejoindre. Donc, je me suis présentée et j'ai été élue une première fois membre ce qu'on appelait à l'époque un bureau exécutif. Donc bénévole, je le répète, hein, je suis restée 4 ans. Après, j'ai fait un petit break de responsabilité et puis je suis revenue comme vice-présidente de nouveau et ensuite présidente depuis janvier 2018 exactement. Donc un parcours finalement assez classique, hein, où on rentre comme membre, puis après, comme c'est pas tout le monde qui a envie de prendre des responsabilités, eh bien c'est assez facile finalement, malgré les apparences, de devenir présidente d'Amnesty International. Il suffit de se faire élire à ce qui s'appelle aujourd'hui le conseil d'administration et non plus le bureau exécutif. Et puis après, c'est cette équipe-là qui décide de qui va présider le conseil d'administration et donc finalement la section française d'Amnesty International. Et quelles sont les causes initiales qui vous ont donné envie en fait de vous engager d'abord initialement dans cette structure? Alors, ce sont vraiment des causes historiques hein, qui m'ont amené à pousser la porte d'Amnesty International. C'est d'une part la torture qui me révulsait particulièrement, mais pas révulsée au sens de détourner les yeux, mais au contraire d'être encore plus révulsée par une forme d'impuissance, voire parfois d'apathie autour de moi. Et donc, je me suis comme eu un déclic en me disant, je ne peux pas rester sans rien faire, même si c'est certainement, comment dirais-je, atroce hein, comme expérience de lire des rapports sur la torture, etc. Mais c'est vraiment, ça a été un déclic. Et puis une autre cause historique qui était celle de l'abolition de la peine de mort, abolition que nous voulons universelle de la peine de mort. Donc c'est vraiment 2 causes majeures. Et bien sûr, en toile de fond, la cause avec un grand C d'Amnesty International à sa naissance, d'où son nom, hein, Amnesty au sens de libération, puisque c'était les prisonniers d'opinion oubliés au fond de leur prison
fait créer aussi un sentiment de solidarité internationale, un sentiment d'empathie qui m'a donné envie et bien non seulement de m'indigner, mais de transformer ça aussi en action, en rejoignant un collectif et en pouvant agir de manière de plus en plus forte, parce que depuis 20 ans, je ne cesse d'accroître mon engagement. Il va falloir que ça s'arrête à un moment donné, je ne peux plus aller plus loin, je crois, aujourd'hui. Du coup, ma seconde question concernera plus le fonctionnement de l'association. Comment fonctionne l'association en général et en quoi consiste concrètement le rôle de présidente d'Amnesty International France? Quelles sont vos prérogatives et comment est-ce que vous gérez l'association? Alors, d'abord, c'est un mouvement mondial, hein, c'est une organisation non gouvernementale hein, qui est née, comme vous l'avez rappelé, Elsa, en 1961, grâce à un avocat britannique et non pas américain, comme on le croit parfois, Peter Benenson. Donc, vraiment, par rapport à cette cause, comme je le disais, des prisonniers d'opinion. Et puis, elle n'a cessé d'évoluer au fil des ans, depuis bientôt 60 ans. Le 28 mai, précisément, ça sera l'anniversaire de nos 60 ans. Elle n'a cessé d'évoluer au contact des réalités du monde qui elles-mêmes, évidemment, évoluent. Et comme c'est un mouvement mondial, eh bien, la particularité, c'est que nous sommes présents dans maintenant 150 pays dans le monde, mais dans 70 de manière vraiment organisée en ce qu'on appelle des sections nationales. Donc, on a vraiment essaimé au fur et à mesure, si vous voulez, notre action. Et comme c'est un mouvement, je le disais, à la fois on évolue, donc ce n'est pas un mandat qui est figé ad vitam aeternam, si j'ose dire, ça évolue avec son temps, et puis ça évolue de manière démocratique, en démocratie interne, ce qui veut dire que quand une position nouvelle est prise, quand une action est de nouveau englobée dans la mission originelle d'Amnesty International, eh bien, c'est à l'échelle mondiale que ça se joue, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une section qui va dire, par exemple, ben non, moi je suis contre, par exemple, agir contre l'homophobie, donc je ne prends pas cette position. Non, c'est un mouvement mondial, ce n'est pas une fédération. Donc chaque section du monde, en fait, adopte la même mission, les mêmes principes fondamentaux, dont je reparlerai peut-être rapidement, et ça permet en fait d'avoir une force véritablement mondiale, puisque tout le monde œuvre à la défense des droits humains, sur la même base, la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'ONU, hein, pas celle de France, 1948 donc, et puis sur cette base-là et sur le droit international, eh bien, on fonde la recherche que l'on fait dans tous les pays du monde et notre action que là aussi on cherche à faire relayer dans tous les pays, ou en tout cas le plus possible dans le monde. Maintenant, on voulait vous poser... Moi, je n'ai pas répondu pour la présidence, je me rends compte, tellement je suis déjà intarissable sur le mouvement. Donc, en quelques mots, être présidente, d'abord, c'est une fonction bénévole. Hein. Par ailleurs, je suis enseignante à l'université, j'en ai parlé tout à l'heure, de Sorbonne Paris-Nord, plus précisément en communication. Au départ, j'ai une formation d'angliciste en littérature, civilisation et langue anglophone, mais finalement, je me suis intéressée beaucoup à la communication, donc évidemment qu'il y a beaucoup de ponts à faire entre Amnesty International et ce que j'enseigne en anglais, donc tous mes cours sont en anglais. Et donc présidente, eh bien, c'est une mission très passionnante parce qu'on est entre guillemets tout terrain. Alors d'abord, je reste une présidente de terrain, c'est-à-dire profondément militante. Il ne s'agit pas d'être dans une tour d'ivoire, hein, je suis vraiment très proche du terrain. Et ça signifie deux choses essentielles. La première, c'est qu'on devient porte-parole principale, pas unique, hein, mais principale de l'association, que ce soit dans les médias, mais aussi pour des prises de parole publiques ou pour un travail de plaidoyer dans les ambassades, les ministères, etc. Et puis, par ailleurs, on doit animer l'équipe du conseil d'administration, qui elle-même est une équipe d'élus pour représenter l'ensemble des membres d'Amnesty International France, qui sont au nombre de 120 000 quand même actuellement, donc c'est une sacrée masse de personnes engagées, à des degrés divers évidemment. Et donc être présidente, eh bien, c'est une fonction qui suppose donc la représentation, mais aussi d'être proche de la base militante pour pouvoir justement mieux la représenter dans ce sens-là et pouvoir conduire une équipe qui va prendre des décisions stratégiques sur les orientations politiques en fait de la section, savoir de quelle campagne on va s'emparer en priorité, où on va mettre les ressources, comment on va aller chercher de l'argent en toute indépendance et être garant de nos principes fondamentaux qui sont la solidarité internationale. Donc on travaille plus sur l'international que sur la France, on va sûrement y revenir. L'indépendance financière, absolument jalousement préservée. On n'a que des donateurs des particuliers et non pas des États ou des entreprises.
Et puis, nous avons aussi comme principe, bien sûr, l'impartialité. Donc, on n'est pas partisan, on est non partisan d'un point de vue politique, même si, bien sûr, on a des liens au quotidien pour faire un travail de plaidoyer auprès des autorités. Nous sommes totalement indépendants de tout parti politique, même si on a un mouvement qui a une mission hautement politique, mais pas au sens politicien du terme. Et justement, pour rebondir avec ces liens que vous avez avec le politique, quel rapport l'association entretient-elle avec le monde politique, justement? Bien, c'est quasiment au quotidien et à différents niveaux, hein. Ça peut être des membres qui vont au niveau local ou régional rencontrer un élu. Ça peut être aussi à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'on a aussi une force de frappe en ligne, donc on va interpeller des élus, qu'ils soient nationaux ou régionaux, directement sur les réseaux sociaux. Donc il y a un travail de plaidoyer, donc c'est une sorte de lien avec le politique, mais plutôt un lien d'interpellation, je dirais. C'est pas tellement un lien de connivence, mais par ailleurs, on peut aussi avoir des alliés. Évidemment, les élus, et heureusement, sont parfois tout à fait convaincus par notre cause. Donc la base de tout, c'est une notion de dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément toujours d'accord, au contraire, on est vraiment, je le répète, dans une interpellation bien souvent, une interpellation qui se veut d'une part très respectueuse. C'est très très particulier à notre ONG, on a un style non seulement basé sur le droit, mais aussi sur le respect de notre interlocuteur. Et puis ça va ensemble, on a aussi un ton extrêmement constructif, c'est-à-dire que toute dénonciation va s'accompagner d'une recommandation. Il ne s'agit pas seulement de critiquer, mais également de faire des propositions concrètes aux élus pour que, depuis le niveau local ou régional jusqu'au niveau national, donc bien sûr, on va interpeller aussi le président de la République et son gouvernement, nous avons aussi un travail de plaidoyer extrêmement intense au niveau des institutions, qu'elles soient régionales, comme par exemple l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe, mais même jusqu'à l'ONU, où on a un rôle de conseil. Donc c'est un lien permanent avec le politique, mais je le répète, en restant vraiment en toute indépendance et impartialité, à une distance qui permet justement de ne pas pouvoir, de pas risquer d'être pris dans des contradictions finalement. Et à ce moment-là, est-ce que vous pourrez nous parler un peu des rapports que vous entretenez avec les autres associations, qu'elles soient militantes ou humanitaires par exemple? Est-ce que ça vous arrive de vous associer à elles, notamment sur le travail de terrain, sur le travail humanitaire, etc.? Alors, sans arrêt, hein, c'est très important, même si nous sommes souvent considérés comme la plus grosse ONG de défense des droits humains, ce qui n'est pas la même chose, je le précise, que humanitaire, hein, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur le droit, avec cette arme de plaidoyer de mobilisation, mais on est sur le terrain pour faire de la recherche, on n'est pas sur le terrain comme une ONG humanitaire pour apporter, par exemple, de la nourriture ou des couvertures, des choses comme cela. C'est vraiment sur la question du droit. Donc, on est très complémentaires avec des ONG humanitaires et dans plein de thématiques. On va sûrement en aborder certaines d'entre elles, mais il y en a tellement qu'on ne pourra pas tout dire. Je pense par exemple à la thématique des réfugiés et des migrants, où typiquement, on va travailler avec Médecins sans frontières, on va travailler avec la CIMAD, pour la peine de mort, on va travailler avec d'autres ONG comme la CAT, pour les armes, on est toute une coalition aussi en France à travailler sur les ventes d'armes et les dégâts qu'elles provoquent. Donc, c'est vraiment un parti pris de se dire on n'est pas seul, on est encore meilleur. Et comme le dit mon slogan, je vais me pousser un peu pour qu'on le voit, on voit à peine, c'est l'union fait la force. Et donc, évidemment, que travailler en partenariat et en collaboration, à condition qu'on soit bien sûr sur les mêmes valeurs et les mêmes principes fondamentaux, on ne pourrait pas travailler avec quelqu'un qui ne partage pas du tout nos valeurs et qui défend des choses auxquelles nous ne croyons pas. Mais pour autant, nous sommes extrêmement vigilants, y compris pour venir en appui à des associations beaucoup plus, j'allais dire petites, mais sans que ce soit péjoratif, hein, qui ont moins de moyens, qui sont parfois des associations de terrain, de personnes concernées. Je pense par exemple sur la question des discriminations, sur la question des Roms, sur la question LGBT. On peut aussi parfois venir en appui à des associations de terrain dans un autre pays ou en France qui ont parfois bien plus de difficultés que nous à travailler. Et c'est important de faire preuve de solidarité de ce point de vue-là aussi.
D'accord. Donc, par rapport aux thématiques dont vous avez parlé, j'aimerais donc aborder le thème de la loi sécurité globale, dont on entend beaucoup parler en France depuis le mois d'octobre 2020. Amnesty a dénoncé cette loi parce qu'elle semblait faire peser de graves menaces sur nos libertés, notamment à propos de la diffusion d'images de la police. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la position d'Amnesty à propos de cette loi? Est-ce que l'association a agi concrètement auprès des autorités publiques et quelles recommandations, comme vous dites que vous agissez concrètement, quelles recommandations vous apporteriez sur cette loi pour la rendre un peu plus acceptable? Merci beaucoup pour cette question. Donc, je vois que vous avez commencé par la France et c'est donc l'occasion pour moi de rappeler que c'est seulement depuis 2001 qu'une décision a été prise, démocratique là encore, pour que les sections du mouvement puissent travailler sur leur propre pays. Au début, il y avait une réticence par rapport à cela, pour vraiment préserver encore plus l'impartialité, mais au fur et à mesure des débats, on s'est rendu compte que c'était quand même ce qu'on appelle la pertinence locale, c'est-à-dire qu'une section, par exemple la section française, qui est aux prises avec sa réalité quotidienne dans son pays, peut aussi avoir un véritable effet de levier lorsqu'une loi apparaît, par exemple, lorsqu'un projet de loi, plutôt une proposition, en ce qui concerne la loi sécurité globale, il s'agit d'une proposition, puisque ce sont des députés et non pas le gouvernement qui l'ont proposé. Donc là, c'est typiquement une illustration de ce travail que l'on fait depuis, je le répète, 2001 seulement sur notre propre pays. Et c'est un travail à la fois de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va analyser d'un point de vue juridique et donc au regard du droit international, qui est toujours notre référence à nous, et avec l'effet de levier que nous donne le fait que la France, comme bien d'autres pays et heureusement, a pris des engagements internationaux. Lorsqu'elle signe et surtout qu'elle ratifie les traités internationaux, elle s'engage à respecter les principes qui sont énoncés dedans. Et donc, ça l'oblige à respecter certains principes. Et en l'occurrence, dans le cas de la loi, enfin plutôt au départ, la proposition qui est devenue une loi maintenant, sécurité globale, eh bien, nous avons considéré qu'il y avait de véritables risques en l'examinant à la loupe et au regard, je le répète, du droit international, avec en ligne de mire 3 principes fondamentaux. Lorsqu'on examine une loi, on fait attention à ce que le principe qu'on appelle de l'égalité, c'est-à-dire est-ce que la loi est claire, intelligible pour tous, est-ce qu'elle sera appliquée de manière vraiment lisible, claire et non arbitraire, premier principe. Deuxième principe, nécessité. Est-ce que cette disposition ou ces dispositions sont véritablement nécessaires au sens qu'il n'y en a pas d'autres dans la loi déjà ou d'autres moyens qui auraient pu nous amener au même résultat. Et troisièmement, et pas des moindres, proportionnalité. Donc à chaque fois qu'une loi pourrait présenter des menaces pour les libertés publiques, et là en l'occurrence pour cette proposition de loi, dès le début on s'est dit attention, il y a véritablement des risques pour les libertés individuelles, à la fois la liberté d'expression, surtout au sens de la liberté d'informer, notamment pour ce fameux article 24 qui a tellement fait parler de lui, où au départ on ne pouvait pas filmer des forces de l'ordre pendant qu'elles... Non, pardon, pas filmer si, mais on ne pouvait pas diffuser des images des forces de l'ordre. Maintenant, ça a été modifié pour dire qu'on ne devait pas provoquer l'identification. Donc ça, c'est une chose. Donc, problème pour la liberté d'informer. Je vais en parler après par rapport au principe. Et puis, deuxième problème, et pas des moindres, c'est le droit de manifester qui est également menacé en lien avec des menaces sur la vie privée, le droit à la vie privée. Car l'article 21 et 22 qui introduisent des dispositions plus qu'inquiétantes sur des possibilités de surveillance, l'un par les caméras piétons sur les policiers ou les forces de l'ordre en général, et l'autre par l'usage de drones. Dans les deux cas, ce sont des mesures qui sont loin d'être anodines. Donc, je reviens rapidement à mes 3 principes. Alors, l'égalité, déjà, ça ne va pas du tout, puisque même depuis la révision, puisqu'il y a eu une commission mixte paritaire, après l'examen par l'Assemblée nationale, puis le Sénat, comme ils n'étaient pas d'accord, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Et ensuite, elle est de nouveau passée devant l'Assemblée nationale, qui l'a adoptée, j'allais dire malheureusement, définitivement. Donc, l'égalité voudrait dire que c'est clair. Et aujourd'hui, je serais curieuse, si après, j'espère qu'on aura le temps de discuter avec vous, mais qui aujourd'hui peut dire avec certitude qu'il comprend ce qu'on entend par délit de provocation à l'identification.
de forces de l'ordre, tout en laissant la liberté de pouvoir filmer et diffuser des éventuelles images de violences policières. Hein. Même si le gouvernement n'aime pas l'expression, il faut quand même appeler un chat parfois. Donc ça, c'est déjà un problème, c'est bien trop flou, bien trop vague pour qu'on puisse dire qu'on ferme la porte à l'arbitraire. Premier problème. Et les seconds, je vous rappelle, c'était donc nécessité et proportionnalité. Dans les deux cas, c'est vraiment des mesures qui sont pas du tout dans le respect de ces deux principes-là, parce que les policiers et gendarmes sont déjà protégés par le code pénal d'éventuelles menaces, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire appel à d'autres personnes pour qu'elles fassent des actes violents contre elles. Il y a déjà des dispositions pour ça. Et proportionnelles non plus, parce que la menace qui pèse sur les libertés est plus forte que l'objectif poursuivi, à savoir protéger en l'occurrence les forces de l'ordre. Donc pour ces trois principes, on considère que c'était un tort que d'adopter définitivement cette loi. Et aujourd'hui, le dernier espoir qui reste, c'est le Conseil constitutionnel, puisqu'il a été saisi. Et là, sans rentrer trop dans des détails juridiques, je voudrais quand même dire au passage qu'il y a un procédé qui s'appelle la porte étroite, et c'est le cas de le dire, car lorsque des députés, en l'occurrence 87 députés, font appel au Conseil constitutionnel, le saisissent pour qu'il vérifie que les libertés, selon la Constitution, sont respectées, et nous pensons que si le Conseil constitutionnel est aussi sage qu'il doit l'être, il dira que ça n'est pas le cas. Et donc, c'est une porte étroite dans le sens où des ONG, comme la nôtre, peuvent se glisser dans la porte, pour filer la métaphore, et donner des arguments, notamment pour alimenter la réflexion et permettre au Conseil constitutionnel de voir à quel point, en ce qui concerne cette proposition de loi et maintenant cette loi, puisqu'elle a été adoptée, eh bien, il y a différents problèmes, non seulement par rapport à la Constitution, mais pour nous, je répète, c'est notre référence, ça se retrouve aussi en droit international. Dans les deux cas, ça ne répond pas à ces critères. Donc, pour conclure, nous croisons les doigts que cette loi sera retoquée par le Conseil constitutionnel, en tout cas ces articles qui s'appelaient avant 22 et 24, même si maintenant ils ont changé de numéro, mais ce n'est pas très important. J'espère que c'était suffisamment clair pour... Donc, le travail de plaidoyer et de mobilisation s'est poursuivi. Donc, on a interpellé les députés, puis les sénateurs, puis on a recommencé dans les médias avec des interviews, bien évidemment, et puis aussi la mobilisation, c'est-à-dire des pétitions, des messages sur les réseaux sociaux relayés par nos membres et des manifestations dans la rue, avec bien sûr les masques, pour montrer à quel point cette loi est véritablement un danger pour l'ensemble de la population française. Et donc, il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup pour cette explication. Tout à l'heure, vous avez énoncé l'enjeu des armes et la coalition dont vous faites partie. Et du coup, depuis près de 7 ans maintenant, la guerre fait rage au Yémen. Et cette guerre implique des armes françaises utilisées par l'Arabie saoudite contre les civils yéménites. L'association, donc Amnesty, avait réclamé plus de transparence concernant ces ventes. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la responsabilité du gouvernement français dans ce conflit? Et est-ce que le lancement de votre campagne Silence on arme, mobilisant une vingtaine de jeunes au travers de la France entière, grâce à cette mobilisation, est-ce que des choses ont changé? Vous avez très bien préparé vos questions, parce que là, on est passé de la France à la frontière. Là, cette fois-ci, ce sera des violations des droits humains dont la France porte une responsabilité indirecte, mais ces violations se passent à l'international, en l'occurrence, comme vous l'avez bien dit, au Yémen. Malheureusement, ça n'est pas le seul cas, mais c'est un cas particulièrement atroce, je dirais aussi avec la Syrie, par exemple, où ce sont des situations de catastrophes humanitaires qui sont précédentes depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est proprement hallucinant, d'horreur, ce qui se passe dans ce pays. Et donc, le lien avec les armes doit absolument être fait, être mis en lumière et être dénoncé. Parce que déjà, c'est un conflit dont on parle que trop peu dans les médias, moins encore que celui de la Syrie, par exemple. Et pourtant, il est particulièrement dévastateur. Et ça illustre une réalité de plus en plus flagrante qui est la suivante. Ce sont en fait les civils, avant tout, aujourd'hui, qui souffrent de conflits armés. C'est plus de 90% en fait, des victimes qui sont des victimes civiles. Donc là, il faut rappeler qu'au Yémen, ce sont effectivement
un peu comme en Syrie, là encore, hein, des hôpitaux, des écoles, des marchés qui sont bombardés, et y compris donc avec des armes effectivement vendues par la France. Donc là, notre rôle, en tant que section française, mais nous ne sommes pas les seuls, hein, évidemment, c'est là qu'on voit l'intérêt d'être un mouvement mondial, c'est qu'il y a bien d'autres sections qui, ensemble, font ce travail de plaidoyer, mais aussi de mobilisation, et qui interpellent les autorités, puisque là, on a vraiment les acteurs étatiques, hein, comme on les appelle, qui sont directement responsables, mais ce qui est, alors je ne sais pas si le mot intéressant est le plus approprié, parce que c'est vraiment horrible ce dont on parle, mais ce qui est en tout cas, ce qui doit nous interpeller, ce sont aussi les acteurs économiques. Donc il n'y a pas que les acteurs étatiques, hein, qui portent des responsabilités, il y a également les entreprises qui vendent des armes. On en parlera peut-être aussi pour d'autres questions, mais en tout cas, dans ce cas précis, il y a une sorte de double cible, mais en particulier l'État, car c'est la France, en tant qu'État, qui a signé le traité sur le commerce des armes en 2014 et qui l'a ratifié. Et je répète que quand on ratifie, ça veut dire que ça devient contraignant. Ce n'est pas seulement une déclaration d'intention, même si dès le départ, la France a été ironiquement moteur dans cet événement historique qui a été l'adoption à l'ONU de ce traité sur le commerce des armes. Une petite parenthèse, ce n'est pas un traité contre les armes, même si TCA, ça serait tentant, parce que le droit international autorise la guerre, hein, mais il y a un droit de la guerre. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comment dirais-je, tout n'est pas permis, évidemment, dans un conflit armé. On peut pouvoir et vouloir lutter contre une invasion, par exemple, mais il y a ce qu'on appelle des crimes internationaux, donc des crimes de guerre, il y a aussi des crimes contre l'humanité, et des génocides. Donc, dans le cas du Yémen, eh bien, la France devrait avoir honte, même si elle bien souvent s'enorgueillit de ce fleuron de l'industrie française qu'est le commerce des armes et sa fabrication. Eh bien, elle continue à vendre des armes, non pas directement au Yémen, mais à la coalition qui est dirigée par l'Arabie saoudite. Il y a aussi dans cette coalition les Émirats arabes unis, mais c'est surtout à l'Arabie saoudite que malgré ce que dit M. Macron, la France continue à vendre des armes. Je dis au passage que la France est quand même le 3e exportateur mondial d'armes. C'est quand même, quand je parle de fleuron de l'industrie, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. C'est assez énorme. Et donc, que dit ce TCA, ce traité sur le commerce des armes? Il dit que dès lors qu'il y a un risque prépondérant, un risque majeur, que les armes que l'on vend sont susceptibles de provoquer ces crimes internationaux dont je parlais, donc des crimes de guerre, des violations graves des droits humains, eh bien, ces transferts d'armes doivent cesser. Donc, même si ce n'est pas un commerce interdit, il devient interdit, il devrait cesser dès lors qu'il y a de plus en plus de faisceaux, de preuves que ces armes sont utilisées de manière illégale au regard du droit international. Et comme c'est le cas, terriblement le cas, au Yémen, puisque ce sont des civils, des femmes, des enfants et des hommes qui au quotidien ont subi et subissent encore donc les résultats de ces ventes d'armes. Alors, je donne 2 exemples. Sur des avions, il y a un système de guidage électronique qui est vendu par Thales. Il y a également les canons César qui permettent à très très longue portée de bombarder des zones largement habitées par des civils. Donc tout cela, nous l'avons prouvé, documenté, et c'est là qu'on voit l'importance des ONG pour pouvoir apporter ces preuves. Et malgré cela, le gouvernement français s'entête à dire « nous n'avons pas de preuves que nos armes ont provoqué directement ces pertes sur les civils », ce qui est d'une hypocrisie, mais absolument sans nom, insupportable. Et donc ce que nous réclamons à travers cette campagne « Silence en armes », qui a été d'ailleurs largement portée par des jeunes ambassadeurs, je tiens à le dire pour leur rendre hommage. Ce sont une vingtaine de jeunes qui ont été formés exprès, ce sont comme des têtes de pont, mais ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes en France qui se mobilisent sur cette cause, mais ils ont été formés au plaidoyer, aux médias, pour pouvoir justement faire un maximum de bruit, comme on dit, et pouvoir engager d'autres à se mobiliser. Et on a quand même obtenu je ne dirais pas des victoires, parce que malheureusement la guerre continue, mais il y a quand même des signaux positifs en ce moment qu'on fait un petit peu bouger les lignes. Par exemple, au niveau du Parlement, dont on pense qu'il n'a pour l'instant pas la capacité à véritablement jouer son rôle de contrôle, nous avons véritablement réussi à sensibiliser les parlementaires. Et c'est grâce à nous, en grande partie, sans vouloir faire de, comment dirais-je,
trop preuve d'orgueil, mais tout de même, il faut aussi savoir les résultats qu'on a, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on s'engage auprès de nous. Eh bien, nous avons réussi à convaincre des députés. Alors, certains étaient déjà convaincus, comme Sébastien Nadeau, auquel je rends hommage au passage, qui a dénoncé très tôt ces exactions et ces horreurs commises au Yémen, mais d'autres parlementaires, notamment à travers ce qu'on appelle une mission d'information. Ça a donné lieu à un rapport de 2 députés qui s'appellent respectivement Maire et, j'ai peur d'oublier le nom de l'autre, Tavernet, je crois. Donc, en tout cas, 2 députés qui sont allés dans l'autre sens, en fait, pour dire qu'il fallait à tout prix que le Parlement joue son rôle et qu'il y ait davantage de contrôle de ces ventes d'armes. Et donc, ça commence un peu à bouger. Et ce qui est important aussi de noter, c'est à quel point nous avons imposé ce sujet dans les médias et dans la population française. Et le fait que vous ayez eu envie de poser cette question, je ne vais pas dire que ça me fait plaisir, parce que c'est encore une fois un sujet dramatique, mais ça montre que c'est quand même quelque chose qui est maintenant sur le devant de la scène, parce qu'on le porte avec des citoyens, jeunes notamment, parce qu'on le porte en étant parfois appuyé par des députés, et parce qu'on le porte avec d'autres, notamment pour le Yémen. Je reviens à la question d'Elsa que je n'ai pas oubliée. On est vraiment en lien permanent et donc encore plus fort parce qu'on a des ONG humanitaires, parfois très grosses, mais aussi des ONG de terrain, qui peuvent nous aider à justement donner encore plus de visibilité à ce combat. Et quand on fait des événements, comme on l'a fait encore récemment, pour commémorer et non pas célébrer ce 7e anniversaire du conflit, eh bien, évidemment, ça a plus de poids parce qu'on est plus nombreux. Et donc, on espère que cette mission, qui ne sont pour l'instant, bien sûr, que des recommandations dans ce rapport, on espère que ça va imposer cet agenda et que progressivement, eh bien, il y aura davantage de contrôle pour être sûr que quand il y a de si graves violations, on est certain que la France ne pourra plus continuer ces transferts d'armes dans ces conditions. Alors, voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais comme je sais que le temps passe vite, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup en tout cas pour votre réponse. Je vais passer du coup à une autre cause que Amnesty a été la première à défendre, donc qui est la cause de la communauté LGBTQIA+ en Tchétchénie. Des centaines d'individus auraient été enlevés, détenus et torturés dans des prisons secrètes. En mai 2019, Human Rights Watch lançait de nouvelles accusations sur une nouvelle vague de répression anti-gay. Qu'en est-il aujourd'hui et est-ce que Amnesty compte encore s'emparer de ce cas-là, le dénoncer et faire peut-être du plaidoyer? Alors déjà, oui, c'est vraiment la caractéristique d'Amnesty International que d'être dans la persévérance. On sait très bien que déjà, même quand on a obtenu une victoire, elle n'est pas toujours gagnée pour toujours, donc il faut recommencer. Mais là, a fortiori, ce qui se passe plutôt, ce sont des vagues en fait de répression. Et donc, c'est très important de les mettre en lumière parce que ça ne les fait pas complètement disparaître, malheureusement, parce qu'il y a véritablement une homophobie, plutôt LGBT-phobie, absolument endémique, je dirais même ancestrale. C'est ancré dans la culture tchétchène que de considérer que ça serait un honneur, finalement, de commettre un crime, sur ce qu'on appelle des crimes d'honneur, contre des personnes LGBT, puisque selon elles, c'est contraire à l'islam et contraire à leurs valeurs ancestrales. Donc, il y a ces crimes d'honneur, il y a un encouragement plus que certain du côté des autorités à ce qu'il y ait des exactions de différents ordres. La première, c'est ce qu'on appelle les disparitions forcées, c'est-à-dire qu'on enlève les personnes supposées LGBT et elles sont détenues dans des centres de détention. Donc on a dit de manière un peu rapide camp de concentration dans certaines associations. Nous, on est resté sur ce terme de camp de détention secret. C'est pas pour autant plus sympathique, mais en tout cas, c'était pas de l'extermination, c'était plutôt des exactions très graves comme de la torture, chercher aussi à obtenir non seulement des aveux, mais des délations pour d'autres personnes jugées LGBT, et c'est allé parfois jusqu'au meurtre. Donc c'était extrêmement grave et nous avons œuvré de différentes façons. D'une part, il y a bien sûr une dénonciation très forte que nous avons enjoint les différentes autorités gouvernementales à travers le monde de relayer auprès de Poutine, puisque même si c'est une région autonome,
donc la Tchétchénie, enfin, autonome, une région de la Fédération de Russie, si vous voulez. Kadyrov, en fait, répond quand même largement à Vladimir Poutine. Donc, l'idée, c'était d'avoir une stratégie qui consistait à faire pression un maximum sur Poutine. Et là, on peut dire que c'est pas tous les jours que je rends hommage à l'action d'Emmanuel Macron. Parfois, nous ne sommes pas satisfaits, mais là, il faut dire qu'il a eu quand même le courage de le dire publiquement lors de la venue de Vladimir Poutine à Paris. Donc ça, c'était un geste fort. Et nous pensons que ça a largement contribué, cette pression internationale sur Poutine, pour qu'il dise quand même 2 mots à Kadyrov et qu'il se calme un petit peu sur ses exactions. Mais malheureusement, c'est plutôt quelque chose qui s'apaise et qui ensuite risque de redémarrer. Donc ça fait plusieurs fois qu'il y a des vagues avec des variantes, si j'ose dire, puisque nous avons remarqué qu'après, ça avait aussi plus touché les femmes lesbiennes, alors qu'au départ, c'était un peu comme si elles n'existaient pas, mais dans ce cas-là, je dirais presque mieux vaut que leur existence soit beaucoup moins visible, puisqu'elles étaient moins victimes. Et puis l'autre particularité, ça a été aussi de dérober les passeports de ces personnes. Pourquoi ? Parce que les autorités tchétchènes avaient très bien compris que le second volet de notre action était de favoriser l'asile, le droit d'asile, et de demander à différents pays d'accueillir ces personnes qui n'avaient d'autre choix que de quitter leur pays. Donc ces 2 volets, plaidoyer et forte mobilisation, on a fait des manifs à Paris et ailleurs pour soutenir justement cette communauté. Enfin, communauté, c'est pas le terme, parce que des pauvres, ils sont pas une communauté là-bas, ils risquent pas de faire une marche de fierté, n'est-ce pas? Donc en tout cas, les personnes LGBT, mais aussi faire pression pour qu'elles soient exfiltrées en secret, bien sûr, et ensuite qu'elles puissent demander l'asile dans différents pays. Donc nous avons eu des résultats. Nous avons rencontré des députés, nous sommes allés au ministère des Affaires étrangères aussi, j'y suis allée personnellement d'ailleurs pour ça, mais on ne considère pas que c'est gagné. Malheureusement, encore récemment, il y a eu 2 personnes qui ont voulu fuir et qui ont été renvoyées par les autorités russes, rendez-vous compte, vers la Tchétchénie, alors qu'on sait qu'elles y sont torturées, voire assassinées. Et donc là, nous recommençons un travail de plaidoyer. Il y a un côté un petit peu... pour le coup, c'est plus que de la persévérance, c'est quasiment perpétuel pour essayer d'avoir au moins la possibilité de sauver des vies, si ce n'est de mettre un terme définitif à de telles exactions LGBT-phobes. Et j'aurais juste une question en complément. Est-ce que vous savez ce que fait sur le terrain la section tchétchène d'Amnesty? Est-ce qu'il y en a une déjà? Et est-ce que vous savez... Non, il n'y en a pas? Il y a un bureau à Moscou, mais pas en Tchétchénie. En revanche, tout à l'heure, je parlais d'être en appui, vous voyez, avec des ONG locales. Il y a par exemple l'ONG Mémorial, qui est d'ailleurs, malheureusement, a subi des drames, notamment l'assassinat d'une célèbre journaliste, Anna Politkovskaya, et malheureusement d'autres. Mais il y a un bureau à Moscou, qui est d'ailleurs très souvent menacé et empêché de travailler, hein. On en reparlera peut-être après avec Hong Kong, mais on a des bureaux dans des régions du monde où c'est beaucoup moins simple que pour moi d'être évidemment aux manettes, si j'ose dire, hein, du bureau ou de la section. Donc là, nous avons travaillé aussi beaucoup grâce à des journalistes. Je voudrais rendre hommage à Novaya Gazeta. Novaya Gazeta est un journal indépendant, l'un des derniers qui reste dans cette région du monde. Et donc, ce sont grâce à ces informations que nous avons pu après authentifier, vérifier par recoupement, comme on fait toujours, que nous avons pu après enclencher une action. Donc on est parfois dépendant de personnes sur le terrain quand nous ne pouvons pas aller en Tchétchénie parce que nous ne sommes pas autorisés, tout simplement. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, une question sur une autre thématique tout autant actuelle, qui est la cause des Ouïghours. Donc, Amnesty a rendu un rapport sur la cause des Ouïghours le 18 mars dernier. Et en tant que présidente, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont a été construit ce rapport et sur comment Amnesty compte traiter le sujet dans la continuité? Et parce qu'il nous semble que l'association a mis un peu de temps avant de s'exprimer sur la cause, contrairement à certains élus, comme Raphaël Glucksmann, et on se demandait pourquoi dans la construction du plaidoyer, enfin voilà, le processus. J'aime beaucoup Raphaël Glucksmann, il fait partie de nos alliés, mais je dois me permettre un petit rectificatif par rapport à ça, mais en même temps, je vous remercie de votre sincérité, de votre comment dirais-je, franchise, parce que c'est intéressant pour moi en tant que présidente de savoir que l'impression qui est donnée, c'est que d'autres ont commencé avant nous
alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Donc, sur notre site, par exemple, vous découvrirez que dès 2018, nous avions publié un rapport sur ce qu'on appelle des camps d'internement. Là encore, nous n'employons pas le terme de camp de concentration, puisqu'il n'y a pas de preuve qu'il y a une extermination comme il y a pu y avoir pendant la Shoah, par exemple, mais malgré tout, il se passe des exactions extrêmement graves, travail forcé, torture, viol, et puis bien sûr une volonté de rééduquer, comme ils disent, hein, parce que les Chinois, qui ne manquent pas d'humour hein, pour la propagande, parlent de camps de formation. Même le mot rééducation n'est pas employé par eux. En fait, c'est vraiment de la propagande politique, hein, de façon à leur faire oublier leur culture. Alors, le terme génocide culturel n'est pas un terme juridique, mais n'empêche, il est quand même parlant. Il est bien clair que les Chinois, en tout cas le gouvernement chinois, parce qu'il ne faut pas du tout généraliser à l'ensemble de la population chinoise contre laquelle nous n'avons rien, a quand même l'art et la manière de faire taire toutes les minorités culturelles et religieuses. Donc là, en ce moment, on parle beaucoup des minorités musulmanes, et à juste titre, mais je voudrais quand même rappeler que la communauté tibétaine a été et est encore victime d'exactions absolument atroces aussi, pour les mêmes raisons, hein, pour éradiquer leur culture, pour faire taire toute velléité d'indépendance, alors qu'en plus, ce n'est même pas ce que réclame le Dalai Lama, entre parenthèses. Hein. Donc là, pour en revenir aux Ouïghours, on retrouve les mêmes schémas, c'est-à-dire une volonté d'éradication de toute différence culturelle, et ça passe par des méthodes absolument horribles d'un point de vue humain et d'un point de vue juridique, n'en parlons pas. Et donc, la mission d'Amnesty International est toujours la même, mais il y a bien sûr une nuance que je dois souligner. Depuis sa création, hein, depuis 1961, ou plus précisément 63, date de la création du premier département de recherche à Amnesty International, nous fondons toute notre action sur notre propre recherche, même si parfois, je le répète, nous travaillons en partenariat. Mais cette recherche de terrain, elle n'est pas toujours possible, pour différentes raisons. Donc, soit nous fonctionnons dans ce cas-là en lien avec des associations qui, elles, sont sur le terrain, soit parfois nous allons aller à une frontière, soit parfois ce sera des missions secrètes, là j'en parlerai pas trop, où on va aller quand même sur le terrain, même si ce n'est pas une autorisation officielle que nous avons reçue. Et bien souvent, nous allons aussi questionner la diaspora. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'à chaque fois, on va recouper, vérifier les informations. Et j'oublie un dernier élément qui est de plus en plus prégnant, qui est l'élément technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi une équipe qui s'appelle Evidence, comme preuve en anglais, un lab, comme laboratory, laboratoire de preuves, qui sont donc des experts en technologie numérique, mais aussi mélangés avec des experts, bien sûr, en droit international, pour pouvoir examiner des preuves de violation, même sans être sur le terrain. Ça peut aller de l'image satellite jusqu'à la vidéo ou la photo envoyée par quelqu'un qu'il faut authentifier, évidemment. Pour en revenir aux Ouïghours, que je suis loin d'avoir oublié, dans ce dernier rapport que vous avez mentionné, ce sont des familles, mais des familles exilées que nous avons pu interviewer parce que nous ne pouvons pas aller en Chine. La Chine est totalement fermée à l'ONG Amnesty International. Même si vous tapez le site, le nom du site, pardon, je me trompe, même si vous tapez le nom Amnesty International pour aller vers le site en Chine, bon courage, vous n'y arriverez jamais à cause de la censure. Hein. Par ailleurs, nous avons un bureau, mais à Hong Kong, et un bureau qui est constamment sous pression, plus encore depuis que la loi sur la sécurité nationale est passée, et que toute parole qui pourrait être considérée comme un appel à la sédition, un appel justement à une indépendance ou à des sanctions, ou à un boycott ou quoi que ce soit, hop, directement, ces personnes risqueraient la prison. Hein. Donc nous sommes extrêmement prudents sur ce que nous disons, mais nous sommes surtout prudents comme toujours, car nous nous prononçons certains mots, comme le mot génocide par exemple, que si nous considérons avoir des preuves suffisantes pour ne pas risquer un jour de nous voir en fait contredire et finalement de voir notre impact amoindri à cause de cela. Donc, pour ce qui est du dernier rapport, ce sont grâce à ces témoignages que nous avons recoupés et vérifiés que nous avons pu dénoncer une politique systématique, extrêmement cruelle, et une de plus, je dirais, de la part du gouvernement chinois, qui consiste à séparer les familles volontairement, les familles ouïghours, et lorsque les parents ont dû, à force d'être persécutés, intimidés, harcelés, fuir le pays en ne pouvant pas emmener leurs enfants avec eux,
mais en les confiant à des membres de leur famille, il s'avère que parfois, ces membres de leur famille sont à leur tour envoyés en camp de détention, et du coup, ironie du sort, les enfants sont considérés à tort comme orphelins et à leur tour envoyés dans des camps de rééducation, comme ils aiment tant dire, ou de formation. Donc ce rapport a été en fait écrit sous un angle particulier qui est moins connu, qui est donc une violation totale de la Convention des droits de l'enfant, puisque l'intérêt supérieur de l'enfant, bien sûr, c'est de pouvoir vivre avec sa famille, et vous imaginez la souffrance des parents qui parfois ne savent même pas où sont les enfants. Donc c'est vraiment une illustration de plus. Mais ça n'est pas la première, donc je reviens à votre question sur Raphaël Glucksmann, et mon ancienne étudiante, figurez-vous, Dilnour Reyhan, qui a fondé l'Institut Ouïghour d'Europe. Le monde est petit, vous voyez, nous nous sommes retrouvés autour d'une table amnestienne, alors que maintenant elle a fait un sacré chemin. Donc elle, par exemple, insiste, et je la comprends parce qu'elle est ouïghour elle-même, elle veut vraiment faire bouger les choses, etc. Donc elle emploie le mot génocide, qui est d'ailleurs employé par d'autres ONG et même par certains rapports faits par des experts. Mais pour nous, en toute honnêteté, c'est pour l'instant impossible de le dire. Nous parlons de crimes contre l'humanité parce que l'échelle est si importante que ça le justifie. Nous parlons de violations extrêmement graves des droits humains, notamment dans ces camps d'internement, mais nous ne considérons pas aujourd'hui avoir suffisamment de preuves pour employer ce terme. Mais cela fait des années que nous dénonçons cette politique, enfin, je dirais, générale. Malheureusement, je répète, c'est aussi à l'encontre des Tibétains et d'autres minorités que la Chine a ce type d'attitude et de politique. Et donc, l'angle peut changer. C'était un autre rapport que nous avons écrit l'année suivante, en 2019 cette fois-ci, pour dénoncer le fait que les Ouïghours sont persécutés et harcelés, même au-delà des frontières, même lorsqu'ils s'exilent, il y a encore une surveillance terrible qui s'abat sur eux, des intimidations par WhatsApp, par téléphone, pour leur faire peur en disant « votre famille risque d'avoir des problèmes si vous continuez votre activisme en France ou ailleurs ». Donc même la diaspora est menacée. Donc la cause des Ouïghours est une cause qui nous est extrêmement chère, mais que nous ne pouvons pas défendre de la façon que certains Ouïghours souhaiteraient, parce que pour nous, c'est absolument majeur pour être sûr que l'on ne pourra pas, face à la propagande chinoise et aux armes terribles dont ils disposent, risquer d'être discrédités. Donc nous allons pas à pas. Un autre rapport sortira d'ailleurs bientôt à ce sujet, au sujet des camps d'internement notamment, mais il faut procéder avec une recherche impartiale, basée sur des faits avérés, basée sur le droit international, sinon eh bien, on perd finalement en impact, et ce serait tout, sauf ce que nous souhaitons évidemment, de pouvoir venir en aide à toutes les minorités opprimées, persécutées en Chine. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à cette question. Une dernière question, et après, je pense qu'on passera sûrement aux questions de ceux qui sont sur Zoom, si jamais vous voulez approfondir certains aspects de la conférence. Donc, au mois de mars, Amnesty a sorti une nouvelle plateforme digitale, Toxic Affaires, qui tente de rendre accessible l'ensemble de l'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques en Irak. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette affaire, ses tenants et ses aboutissants, et surtout sur la manière dont Amnesty compte s'en emparer? Merci beaucoup pour cette question, qui est aussi une question qui mériterait une conférence entière sur ce sujet, parce qu'il y a tellement de choses à dire à la fois sur la cause elle-même et sur ce que ça révèle de la façon dont nous travaillons. Tout à l'heure, on parlait justement de partenariat, on parle de partenariat avec d'autres associations, mais ça va en fait bien au-delà. Notre façon de travailler implique aussi de travailler souvent en lien étroit avec, par exemple, des journalistes. Tout à l'heure, on parlait des armes. J'ai oublié de mentionner quand même, c'est important, l'équipe de journalistes qui s'appelle Disclose et qui avait justement révélé aussi des mensonges d'État qui avaient permis de donner des preuves supplémentaires. Eh bien, là, c'est la même chose. Si on parle de Toxic Affaires, on parle donc de l'Irak, et je ne peux pas évidemment occulter, et loin s'en faut, le nom de Jean-Pierre Canet,
qui est un grand journaliste et réalisateur et qui a fait un travail absolument remarquable sur l'Irak. Je vous invite, parce que c'est encore possible de les voir en ligne, à regarder une série de 4 documentaires passionnants qui s'intitulent Irak, destruction d'une nation. Et donc, Toxic Affair est le nom que nous avons donné à une plateforme numérique qui est en fait le fruit d'une collaboration et qui montre comment nous cherchons à travailler. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette base d'enquête, et ce n'est pas seulement les nôtres, puisque ça fait là encore des années, c'est depuis les années 80 que nous travaillons ardemment pour dénoncer l'usage des armes, notamment chimiques, en Irak. Nous ne prétendons pas du tout être les seuls, et c'est important aussi, bien sûr, qu'il y ait un travail de médias, un travail extraordinaire d'investigation qui a été fait. Et donc, pour Toxic Affair, eh bien, il y a eu un mélange d'un travail d'investigation repris par les journalistes de notre propre magazine qui s'appelle La Chronique d'Amnesty International. Tiens, je vais faire une petite page de pub, du coup, je vais la montrer. Je ne sais pas si on la verra à l'écran. J'espère que... Ah, voilà, là, avec le truc, j'enlève ça, attendez. Parce que sinon, avec le faux écran, on voit moins bien. Voilà. Est-ce que vous voyez là, voilà, ce magazine, La Chronique, les armes chimiques, ça a fait l'objet de 2 dossiers. Voilà, et donc c'est un travail journalistique, mais on s'est dit que pour toucher davantage de gens, il était très important de faire appel aussi à des nouvelles technologies. Donc nous avons créé une plateforme numérique qui fait un mélange avec des vidéos, des interviews, des podcasts, pour donner aussi envie à un public, bon, j'allais dire plus jeune, je ne suis pas en train de dire que vous ne voulez pas lire la chronique, au contraire, j'espère que vous la lisez aussi, mais en tout cas, c'est clairement un mélange de médias, si vous voulez, qui est très, très pertinent, je pense, pour pouvoir aller chercher de nouveaux publics. Donc, le mélange journalisme et travail de recherche, typiquement Amnesty International, le mélange de médias, tout ça pour mettre en lumière quelque chose qui ne serait pas forcément la première préoccupation aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on parle des années 80, mais en même temps, on parle tellement d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est aussi tellement révélateur du travail d'Amnesty International. J'ai parlé plusieurs fois ce soir de persévérance et de travail au long cours, parce que nous sommes aussi caractérisés par ce qu'on appelle la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire même lorsque des violations ont eu lieu, et là en l'occurrence c'est pendant plus de 10 ans que le régime de Saddam Hussein a fait usage d'armes chimiques contre une population civile, d'abord dans le conflit armé contre l'Iran, mais ensuite contre ce qu'il appelait les rebelles kurdes, pour les exterminer, en fait, tout simplement. Hein. C'est horrible de dire ça, mais c'était vraiment d'un cynisme total. Et il y a une sorte de point focal sur lequel s'est concentré donc Toxic Affair, donc toxique à cause de, bien sûr, les armes chimiques, mais Affair parce qu'il y a c'est digne d'un roman d'espionnage particulièrement sombre, puisqu'il s'agit aussi de la responsabilité des entreprises, car il est clair que pendant des années, Saddam Hussein et son gouvernement se sont en fait servis, ont fait leur marché, si j'ose dire, eh bien, auprès des puissances occidentales pour pouvoir construire leur armement chimique et pour pouvoir massacrer le peuple kurde. Donc le point focal, une sorte de point culminant dans l'horreur, ça a été mars 88, avec un massacre de 3 à 5 000 civils avec des armes chimiques absolument terribles. Et ça s'est passé dans une ville qui s'appelle Halabja. Donc Halabja était considérée comme une enclave kurde rebelle, et donc des armes chimiques ont été utilisées avec notamment le cousin du Raïs, comme on l'appelle, le cousin de Saddam Hussein, qui s'appelle Ali Hassan al-Majid, et qu'on a surnommé, ça avec un humour un peu limite, Ali le chimique, tellement c'est vraiment sa marque de fabrique d'utiliser cette arme. Et donc, l'objet de cette Toxic Affair est de mettre en lumière ce qui s'est passé pour faire le lien avec aujourd'hui. C'est-à-dire que les victimes aujourd'hui, certaines ont survécu, d'autres ce sont des victimes parce que ce sont les familles des personnes qui ont, elles, péri dans ces attaques, et elles demandent justice, elles réclament justice. Et donc, la lutte contre l'impunité, elle est absolument majeure. On ne peut pas construire de paix, on ne peut pas reconstruire un pays, et on ne peut pas éviter d'ailleurs de créer un terreau
pour le terrorisme quand on n'a pas apporté des réponses satisfaisantes à de telles horreurs. Et on sait aujourd'hui, donc Amnesty International, mais aussi, je répète, le travail formidable de ce monsieur Canet, a révélé à quel point la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie ont vendu pendant des années et des années, en toute hypocrisie et en toute impunité, des composants pour pouvoir finalement, au bout du compte, commettre ces horreurs. Et aujourd'hui encore, les victimes se portent partie civile et veulent justice. Et jusqu'à présent, il n'y en a qu'une seule de personne qui s'est retrouvée devant le tribunal. C'est un Néerlandais, un négociant qui s'appelle Frans van Anraat. Et ce Frans van Anraat est le symbole du cynisme le plus éhonté de ces négociants qui ne peuvent même pas dire qu'ils ne savaient pas. Quelqu'un qui a un micro allumé. Judith, s'il te plaît, ton micro. Je crois que c'est Judith. Oui, c'est Judith qui a son micro allumé. Je sais pas si c'est possible de couper son micro à Judith. Ah, excusez-moi, pardon. Merci. Donc, j'étais en train de parler de justice, donc il ne faut pas que je l'oublie. Donc, c'était en 2004, si je me souviens bien, que cette personne a été enfin arrêtée et on a pu prouver, c'est très difficile à prouver, ce sont des affaires très longues et très compliquées, on a pu prouver que c'était même en le sachant, parce que ce soit pour une entreprise ou pour une personne, ce qui est très compliqué, c'est de prouver qu'ils ont continué un commerce en sachant ce qui s'était passé. Et là, on a pu même avoir des preuves que cette personne avait vu des photos des victimes, de ce qui s'était passé avec le gaz sarin, par exemple, et qui a continué malgré tout à chercher à maquiller ce commerce avec des sociétés écrans. Vous savez ce que c'est une société écran, hein, donc on n'arrive pas à savoir qui est derrière, avec plein d'intermédiaires pour continuer leurs horribles bénéfices dans un commerce vraiment honteux. Et donc, il a été condamné d'abord à 15 ans, puis ça a été revu par la Cour suprême jusqu'à 16 ans et demi de prison ferme. Donc là, il y a au moins une première victoire, un premier message qui a été envoyé, et ça fait tellement du bien, parce que je peux vous dire que pour nous, Amnesty International, ça a été terrible cette période, parce que depuis quelques mois, d'ailleurs quelques semaines avant ce massacre dont je parlais tout à l'heure, de 86, nous étions en train de lancer des appels. Alors désespérément, j'allais dire, parce que peut-être c'est comme les Ouïghours, on avait été moins vus que d'autres, mais pourtant on avait commencé à essayer de dire qu'il y avait des armes chimiques utilisées, qu'il y avait des exactions telles que des exécutions extrajudiciaires, donc hors procès, et malgré tout ça continuait, ça continuait. Et donc aujourd'hui, on veut contribuer à amasser toutes ces preuves, avec nos experts en armes, etc., pour pouvoir offrir une possibilité de justice au moins, même quand c'est 30 ans après. C'est tellement, tellement important de pouvoir obtenir quelque chose qui n'est pas seulement symbolique, mais qui est concret. Et donc aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont, il y a 7000 plaignants encore aujourd'hui qui attendent. Et depuis 2018, il y a une nouvelle plainte qui a été déposée au civil qui cible, c'est intéressant, des entreprises, 9 en l'occurrence, mais aussi 16 individus, pour essayer justement d'obtenir des compensations, réparations aussi par rapport à tout ça. Et on attend le jugement, parce qu'avec le Covid, ça a été bien sûr retardé, et on espère avoir un verdict en 2021 ou 2022 pour qu'un signal fort soit envoyé que ce type de commerce est absolument inacceptable et doit être puni, bien évidemment. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur Toxic Affair, c'est très très compliqué, mais regardez encore une fois Irak, donc le documentaire de Destruction d'une nation de Jean-Pierre Canet, c'est vraiment remarquable. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va sûrement passer aux questions. Ce que je vous propose, c'est que pour pas que tout le monde prenne la parole en même temps, si vous avez une question, vous tapez votre prénom dans le chat et ensuite on vous donne la parole. Et le temps que vous fassiez ça, une dernière toute petite question pour vous, Cécile. Il y a une question qui revient très souvent et du coup, on aimerait savoir si vous pouvez un petit peu expliciter les choses. Est-ce que vous pourriez définir et expliquer concrètement ce que change la signature d'une pétition en tant que citoyen et quelles sont les conséquences concrètes du coup, des signatures de pétition à l'échelle internationale? Alors c'est vrai que ce qui est très important, c'est de se dire que le pouvoir d'un individu, il est bien sûr accru
par le nombre, hein, par l'agrégation de toutes ces bonnes volontés. Et c'est une véritable arme. Un des vieux slogans, c'était mon stylo est une arme. C'était à l'époque, c'était encore au stylo, parce que maintenant c'est parfois au stylo, mais ça peut être aussi en ligne que l'on signe. Et en fait, c'est une combinaison des actions. C'est-à-dire que lorsqu'on a un travail de plaidoyer et qu'on va faire ce qu'on appelle une remise de pétition à une ambassade, par exemple, je pense, on l'a fait tellement souvent, encore récemment, c'était en Iran, par exemple, eh bien, plus on a de milliers et de milliers et de milliers de signatures, et parfois on va dépasser le million, c'était le cas par exemple pour Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne, plus ça peut intimider, c'est le fameux name and shame, comme on l'appelle, hein, les autorités, et donc c'est une forme de pression qui est accrue par les citoyens. Et a fortiori, évidemment, quand il s'agit de deux situations, soit une situation où les personnes sont élues, donc évidemment que l'opinion publique va avoir un impact direct sur elles, et même quand c'est pas, par exemple, le gouvernement, on va dire français, qui lui-même commet des violations ou y participe, il y a quand même une position à tenir sur la scène internationale, une forme d'exemplarité qui peut être importante parce que être président, par exemple, de la République française, ça veut dire avoir une certaine position sur la scène internationale. Et donc, chaque signature va être un rappel qui a l'air individuel, mais qui est en fait extrêmement collectif aux personnes que nous avons élues pour représenter ce en quoi nous croyons, la France que nous aimons. Enfin, je suis loin de penser que la France est le pays des droits de l'homme. Hein. Elle est plutôt le pays où a été signée la Déclaration des droits de l'homme. Mais bon, en tout cas, c'est important de rappeler ce devoir d'exemplarité à des pays comme la France, par exemple, mais c'est valable pour d'autres pays. Donc, la signature seule, on pourrait dire qu'effectivement, elle semble avoir peu de pouvoir, mais c'est tous les jours que nous avons des preuves, des résultats qu'on a pu obtenir, soit sur des individus. Donc là, il y a une opération qui s'appelle 10 jours pour signer, où tous les ans, on met en lumière 10 situations de personnes, et tout le temps, l'année suivante, on dit ah, ça y est, on a par exemple, tiens là, très récemment, il y a un jeune birman, un poète qui avait été emprisonné pour, comment ils appellent ça déjà, ils ne disent pas sédition, mais en tout cas insulte aux autorités. Enfin bref, en tout cas, il a été libéré. Et tous les ans, on a des libérations donc, de personnes qui étaient emprisonnées, ce qu'on appelle des prisonniers d'opinion, hein, qui n'avaient rien fait de répréhensible, mais qui avaient déplu au gouvernement de leur pays. Mais on a aussi des avancées dans les lois. C'est le droit lui-même que l'on fait avancer, que l'on continue d'écrire, si j'ose dire. Hein. Et quand on a l'adoption, par exemple, d'un traité sur le commerce des armes, c'est bien évidemment aussi parce que des millions de gens à travers le monde ont réclamé ça avec des manifestations, avec des événements dans la rue, avec des actions sur les réseaux sociaux et avec des signatures de pétitions aussi. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble de choses qui contribuent et c'est ça qui est beau dans cette action, c'est qu'on se sent plus fort parce que justement on est ensemble. Merci. Du coup, je vois que la première personne qui a tapé son nom, c'est Christine. Donc Christine, si tu veux prendre la parole, c'est à toi. Oui, merci. Donc bonsoir, merci énormément pour cette conférence que je trouve extrêmement intéressante. Merci. Et en fait, en même temps que Sciences Po, je fais des études en droit, donc il y a plusieurs questions qui me sont venues par rapport à ça. Notamment, vous avez beaucoup abordé le droit international. Donc je voulais savoir, donc là c'est une question un peu générale, mais après je voulais vous poser une question un peu plus précise. Donc avez-vous déjà mené des accusations ou avez-vous encouragé en tout cas des accusations devant la CEDH, la Cour de justice européenne ou encore la Cour pénale internationale? Et est-ce que vous êtes tenté de le faire au sujet de la vente d'armes au Yémen? Est-ce que vous pensez que ça pourrait aboutir? Et c'est la même question aussi par rapport à la loi de la sécurité globale. Si vous alliez encourager un contrôle de conventionnalité, si jamais elle n'était pas sanctionnée par le Conseil constitutionnel. Alors, tout à l'heure, je parlais de la porte étroite hein, pour effectivement contribuer à cette saisine du Conseil constitutionnel, c'est dur à dire, en France, mais bien évidemment, comme notre base est le droit international et comme nous avons d'ailleurs largement contribué à la signature de ce statut de Rome qui a donné lieu à la naissance de la Cour pénale internationale, évidemment que nous avons bien souvent demandé sa saisine là aussi. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que je voulais quand même pas être trop longue, que tout à fait pour les armes au Yémen, nous avons justement lancé déjà une action auprès de
Madame Bensouda, puisque c'est encore elle pour l'instant, hein, donc, qui est à la tête de la CPI, Cour pénale internationale, pour justement faire une enquête sur les conséquences de ces ventes d'armes à l'Arabie Saoudite qui sont utilisées au Yémen. Donc on a demandé l'ouverture d'une enquête au bureau de la procureure donc Madame Bensouda, et nous espérons bien que effectivement ça permettra de dénoncer, mais aussi de prouver et donc de punir la complicité des représentants d'entreprises et de gouvernements. Puisque s'il y a eu des frappes aériennes, comme nous le pensons, sur des civils, hein, des frappes civiles, c'est un crime international, ce sont des crimes de guerre, et donc il y aurait matière à ce que, au titre du statut de Rome, eh bien, la Cour pénale internationale non seulement enquête, mais ensuite juge. Donc oui, le fait que nous soyons basés sur le droit international nous conduit régulièrement à faire appel à ces instruments juridiques. Donc là, je me régale. Je ne vais pas faire une conférence de droit parce que j'avoue en toute humilité que je ne suis pas juriste moi-même, hein. J'ai appris le droit international sur le tas en m'impliquant de plus en plus dans Amnesty International et encore plus en étant présidente, évidemment. Donc ce sont des instruments absolument majeurs au niveau régional, au sens de région du monde, comme par exemple la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi au niveau de, par exemple, la Cour pénale internationale ou d'autres institutions, hein, comme ça s'appelle l'Union africaine. Donc voilà, c'est bien sûr qu'on a régulièrement l'occasion d'avoir un effet de levier, puisque l'on sait pertinemment que la France ou d'autres pays se sont engagés et ont violé leurs propres engagements. Donc ça nous donne une possibilité, au regard de ce traité ou de cette convention, de dénoncer les violations des droits humains qui sont commises. Donc c'est tout à fait régulièrement que non seulement nous contribuons à écrire ce droit, vous voyez, la convention contre la torture, dès les années 80, c'est nous. La convention dont on a beaucoup parlé récemment, la convention d'Istanbul, on a largement contribué à son écriture. On est en fait observateur, mais aussi, comment dirais-je, contributeur. On envoie des contributions aux personnes qui sont, elles, ensuite, celles qui vont rédiger ce texte qui sera adopté. Donc c'est ça qui est extrêmement, je dirais, je vais dire excitant, c'est pas le terme, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça permet vraiment de faire une différence, parce que Amnesty International, c'est à la fois la passion de la justice et de la solidarité et la rigueur de la recherche et du droit. C'est vraiment ces deux flancs, si vous voulez, deux versants qui font qu'on peut avoir un impact. Donc, merci beaucoup, Christine, pour votre question, parce que c'est à fond là-dedans, dans les deux pieds dedans que nous sommes. Merci pour votre réponse. Merci à vous. J'ai vu du coup que Zora aussi avait une question. Oui, déjà, merci beaucoup pour votre conférence, c'était super intéressant. Et ensuite, vous avez dit donc au tout début, il me semble que vous aviez un rapport extrêmement cordial avec les députés et que vous avez donc cette notion d'entente, etc. et de respect. Et j'avais une question sur est-ce que c'est le cas avec tous les groupes politiques ou est-ce que il y en a certains avec qui il va y avoir une meilleure entente, d'autres avec qui, enfin, que vous avez totalement boycotté ou quoi que ce soit? Je vais être obligée de dire que le mot cordial n'est pas tout à fait ça. J'ai respectueux et de dialogue, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même si nous avons des députés alliés. C'est clair que nous avons des députés qui sont même membres d'Amnesty et qui ne s'en cachent pas. Et heureusement, ce n'est pas une honte. Mais alors, je vais être tout à fait honnête. En tout cas, moi, en tant que présidente, je dis aux journalistes qui m'invitent qui est sur le plateau, c'est ce qu'on appelle le contrat informel préliminaire, hein. Et donc, ou préalable plutôt. Donc, je fais un contrat et ma limite, j'avoue, est effectivement de ne pas débattre avec le Rassemblement national ou avant le Front national, parce que c'est tout simplement peine perdue. Je veux dire, quand on fait un travail de plaidoyer qui consiste à envoyer nos recommandations avant chaque élection présidentielle, mais aussi les élections législatives, nous interpellons tous les candidats, nous mettons sur notre site une sorte de manifeste, si vous voulez, avec les engagements, pour voir après lesquels sont cochés par les différents candidats. Bon, je peux vous dire qu'on n'a jamais eu de réponse ou de déclaration de Marine Le Pen, par exemple. Donc, voilà, effectivement, on a quand même nos limites, parce qu'il est clair que c'est un mouvement, je le répète, apolitique, et je suis certaine que nous avons bien des membres
qu'on pourrait dire rapidement de droite, hein, de différents partis au sein d'Amnesty, mais qui partagent ces valeurs fondamentales, quoi, qui sont liées donc au respect des droits humains. Et bon, j'ai eu quelques interviews parfois assez sportifs, on va dire, dans certaines situations, mais bon, j'aime bien aussi ça, c'est comme la sociologie, c'est un sport de combat parfois, mais ça reste justement respectueux. Je garde mon calme, on va dire, mais je pense que ça a d'autant plus d'impact que justement on reste calme. Je pense que l'hystérie n'est jamais productive dans ces cas-là, et plus on reste justement sur ces positions basées sur le droit, sur les faits, sur la recherche, plus la personne en face a l'air, elle ou lui, d'un ou d'une idéologue pas très, comment dirais-je, sincère, quoi. Donc c'est l'arme aussi fatale, je pense, dans le bon sens du terme, d'être à la fois basé sur le droit et d'une sincérité totale. Et donc ma limite, je l'assume, voilà. Merci beaucoup. Alexia. Oui, bonsoir. Bonsoir Alexia. Merci tout d'abord pour cette super conférence et merci à Elsa et Julia. Très bonne initiative. Je voulais revenir sur la question des Ouïghours. Vous avez évoqué la question de la qualification de génocide. Et je voulais savoir justement par rapport à ça, quels seraient les critères et les preuves nécessaires pour qu'un jour Amnesty International et d'autres institutions internationales puissent reconnaître ce crime contre l'humanité de génocide officiellement. Alors là, on rentre dans du dur, si j'ose dire. C'est vraiment des qualifications qui sont très précises et c'est pourquoi il y a une sorte de seuil, si vous voulez. Et c'est difficile de prouver que ce seuil a été franchi parce que qui dit génocide dit que ça a un caractère systématique avec la volonté planifiée la volonté d'éradication planifiée de tout ou partie d'une communauté. Donc, il y a une différence, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus utilisé ce terme pour les Tchétchènes LGBT dont je parlais tout à l'heure. Il y a une différence entre commettre, par exemple, des crimes de masse ou commettre des crimes contre l'humanité, comme c'est le cas, par exemple, en Syrie, quand on sait que la torture est pratiquée de manière, mais littéralement, excusez-moi l'expression, mais industrielle, quoi. Donc ça, ce sont des crimes extrêmement graves, évidemment, mais le crime de génocide suppose que l'on veut, comme ça a été d'ailleurs qualifié pour ce dont je parlais tout à l'heure pour l'horreur qui s'est passée à Halabja en Irak, ça veut dire qu'on veut vraiment éradiquer tout ou partie. Et donc, c'est fort possible, hein, entre nous, hein, c'est fort possible que ce soit le cas pour les Ouïghours, et je le répète qu'à titre personnel, je peux comprendre, notamment quand on met bout à bout différents éléments, parce que par exemple, l'élément d'éradication, elle peut se trouver dans la stérilisation de masse forcée. Et on commence à avoir de plus en plus d'éléments selon lesquels les femmes ouïghours sont non seulement violées, bien souvent de façon systématique, mais aussi pour les humilier, pour les casser, etc., mais aussi stérilisées pour pouvoir justement être certaines que la communauté ouïghour ne va pas continuer à se développer. Alors les Chinois répondent que bien sûr que non, c'est la même politique que pour tous les Chinois, de réglementation du nombre de naissances, etc. Oui. Bon, donc voilà, on sait très bien qu'il y a des éléments constitutifs, comme on dit, hein, de génocide, mais pour employer ce terme, il faut que ce soit vraiment du béton, quoi, que les preuves soient irréfutables. Et pour l'instant, nous, Amnesty International, nous n'avons pas pu les recueillir, nos propres preuves en nombre suffisant pour pouvoir aller jusque-là. Mais nous considérons que pour autant, faire appel, comme nous faisons régulièrement appel, à la communauté internationale pour qu'elle fasse une pression maximale, ça fait plusieurs années que nous le faisons, hein, pour qu'il y ait une mission d'enquête de l'ONU, enquêteurs indépendants, hein, pas les enquêteurs chinois ou guidés par les Chinois, hein, au Xinjiang. Ça fait plusieurs années qu'on le demande, malheureusement pour l'instant en vain. Pourquoi? Parce que la Chine, à chaque fois, a l'argument fatidique, elle brandit, hein, chaque fois le petit drapeau, là, dire ingérence.
Donc, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'avais vu un plateau télé avec une jeune femme chinoise charmante et polie au demeurant, mais qui me ressortait l'argument de la culture chinoise à laquelle nous ne comprenions pas grand-chose, et que depuis l'école, elle avait appris que le principe clé, c'était la non-ingérence. Et là, je lui ai répondu, ah oui, c'est pour ça que vous faites pression sur des députés ou des parlementaires qui veulent aller à Taïwan, c'est pour ça que vous engueulez la France quand on veut recevoir Dalai Lama. Alors là, ça a un petit peu calmé. Parce que c'est juste vrai, quoi. C'est d'ingérence à fond, mais à sens unique. Donc, il faut être très prudent, il faut être d'autant plus, comment dirais-je, exemplaire sur la méthode qu'on est face à des personnes et un gouvernement surtout, puisque des personnes, d'ailleurs, on s'en fiche des personnes, mais le gouvernement, enfin Pékin, comme on dit, le régime qui est très, 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 très fort pour faire de la censure, pour faire de l'intimidation, pour empêcher l'information de sortir. Et donc, on veut être sûr qu'il n'y a pas de risque de propagande ou d'utilisation de notre argumentaire pour se retourner contre nous, en fait. Donc, j'espère que ça vous éclaire. Ce n'est pas qu'on dit non, il n'y a pas de génocide, attention. Hein. On n'est pas en train de nier qu'il y en a un, on est en train de dire que nous avons, encore une fois, largement matière à demander encore et encore que cette région de Xinjiang, mais en fait je dirais aussi bien d'autres régions en Chine où il y a eu des exactions, et donc à chaque fois ça a été interdit de faire des enquêtes là-bas, donc Amnesty International ne peut pas mener d'enquête là-bas, et pour le Tibet c'est pareil, hein, c'est qu'on a eu des témoignages, on a eu des actions urgentes, on a d'ailleurs eu une fois, heureusement, l'année dernière, une libération d'un enseignant qui avait été emprisonné, rien que parce qu'il avait voulu enseigner en tibétain, vous vous rendez compte? Donc c'est torture, emprisonnement et parfois exécution extrajudiciaire, des horreurs qui sont perpétrées que pour ça, quoi. Donc la Chine est vraiment l'un des pays qui viole le plus les droits humains, avec une arrogance et une impunité absolument insupportables. Et donc, c'est important que la communauté internationale hausse le ton et qu'il y ait toutes sortes d'arguments, y compris, bien sûr, bon, pas que politiques, mais aussi économiques, pour pouvoir vraiment contrer. Et c'est là qu'on rejoint quand même aussi le travail de Raphaël Glucksmann, quoi, qui est un travail justement de mobilisation des députés européens, mais aussi français, et la population. Il est très fier, il a raison d'avoir autant mobilisé les jeunes avec Dilnour Reyhan, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est formidable, parce que c'est comme ça qu'on peut faire taire la propagande chinoise, en tout cas l'assourdir un tout petit peu, pour faire monter une autre voix. Merci. Merci beaucoup, Alexia. Alors, je vois qu'il y a encore un petit message. Ah ben c'était Alexia, justement. D'autres questions? Moi, s'il n'y en a pas et que vous avez encore 5 minutes, j'en aurais peut-être une toute petite dernière. Moi, j'aurais une petite conclusion d'appel à l'action à la fin, mais ce sera très rapide. Donc, je vous laisse poser la question. Demain, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais on reçoit en conférence Cédric Héroux, donc qui vient de gagner définitivement ses procès par rapport au délit de solidarité. Et donc pour préparer la conférence, j'ai lu son livre et je me suis rendu compte encore plus cruellement que l'État français renvoyait de façon illégale beaucoup de migrants à la frontière et que même les mineurs isolés n'étaient pas pris en charge. Enfin, voilà, qu'il y a beaucoup d'actes illégaux. Et je voulais savoir si Amnesty International avait entamé des dénonciations par rapport à ça. Entamé ou parler. Oh là là, bien sûr. D'ailleurs, on connaît très bien le travail de Cédric Héroux. Je lui ai même écrit récemment, d'ailleurs, pour lui dire toute notre satisfaction de cette nouvelle, évidemment, le concernant. Donc, ça fait de nombreuses années maintenant que nous travaillons. Nous avons même fait une coalition avec plusieurs ONG. Donc, il y a la CIMAD, il y a Médecins sans frontières, qui j'oublie, l'ANAFE. Bref, on est plusieurs, notamment à cette frontière, la frontière franco-italienne, à avoir fait, il y a un rapport, si ça vous intéresse, qui s'intitule aux confins du droit. Donc c'est justement le jeu de mots sur la frontière et le fait que le droit n'est pas respecté. Et donc nous avons dénoncé
des vrais manquements de l'État à 2 titres. Le premier, c'est qu'eux-mêmes ne respectent pas le principe qu'on appelle de non-refoulement, c'est-à-dire qu'ils refoulent des personnes sans les avoir laissées déposer une demande d'asile, alors que c'est ça que le droit leur autorise. Hein. C'est complètement à l'encontre du droit international que de les refouler. Et comme vous l'avez très bien dit, y compris des mineurs isolés, ce qui est proprement scandaleux, puisque c'est le devoir non seulement moral, mais légal de la France, que de s'occuper de tout mineur qui est sur son territoire. Ça, il n'y a pas à discuter. Et pourtant, malheureusement, ils ont quand même renvoyé des jeunes, des mineurs. Hein. Donc, il y a ça. Et puis, il y a... attendez, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, il y a la persécution, justement, de ce qu'on appelle les aidants. Donc, des personnes comme Cédric Héroux, mais il y avait aussi Martine Landry, une membre d'Amnesty International qui a eu des procès aussi et qui n'en finissait plus. Mais là aussi, on a gagné. Elle a été relaxée définitivement. Une dame de 73 ans, imaginez, s'est retrouvée de procès en procès juste pour avoir voulu accompagner des migrants au poste frontière après qu'ils aient traversé la frontière. Hein. Donc, dans les 2 cas, mais il y en a tellement d'autres. On le fait aussi à la frontière à Briançon, on le fait bien sûr à Calais, Grande-Synthe. Partout où les migrants sont maltraités, Amnesty est présente, et les militants évidemment aussi, pour faire un travail de plaidoyer, de mobilisation, de recherche, puisque ce sont des faits avérés. Hein. On a documenté la façon dont les policiers se comportaient, y compris parfois de manière violente en plus, hein, à l'encontre des migrants, et aussi toute cette intimidation, ce harcèlement judiciaire permanent à l'encontre des personnes qui veulent leur apporter des couvertures, leur apporter à manger, y compris pendant la pandémie, rendez-vous compte, hein, alors qu'ils ne risquaient pas de se confiner, évidemment, hein, les migrants et les réfugiés. Ils étaient en plus empêchés, ces aidants, dans leur travail d'aide aux réfugiés. C'est absolument scandaleux. Donc Amnesty International est non seulement complètement au taquet là-dessus, mais en plus pas seul. Là encore, c'est très important qu'on travaille avec d'autres, notamment les humanitaires. MSF fait un travail remarquable aussi, la CIMAD, n'en parlons pas. Et donc, on travaille vraiment de concert pour dénoncer. Et on fait un travail de plaidoyer extrêmement offensif, alors pas agressif, mal poli, encore une fois, mais très offensif, pour montrer que vraiment, c'est à l'envers des obligations internationales de la France, sans parler de leur devoir d'exemplarité au niveau des droits de l'homme. On n'a vraiment pas de quoi être fier là. Merci beaucoup. Alors, il est marqué terroriste loi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par rapport à la dernière loi, c'est ça? Je ne sais pas du tout, je vous avoue. Bon, juste quelques mots à ce sujet pour dire que non seulement en France, mais à travers la planète, en commençant par Guantanamo, nous avons toujours eu à cœur de dénoncer les dérives de la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste en elle-même, évidemment qu'elle est légitime, puisque c'est le devoir des États que de protéger ses citoyens. Je m'excuse. Oui. C'était en fin de compte, c'était pour la loi qui va se faire là dans pas longtemps, en fin de compte, sur Internet. Ah, d'accord. Donc en fait, oui, parce que j'avais un petit problème avec le micro là, c'est pour ça. Excusez-moi, j'ai. Non, c'est rien. Donc en fait, je vous ai appelé Judith, mais ça ne doit pas être Judith manifestement. Mais en tout cas, oui, merci. Donc ça me permet de dire qu'on a une cohérence parfaite entre les positions que nous prenons dans d'autres pays, comme là en l'occurrence les USA avec Guantanamo, mais aussi en France, parce qu'en France, il y a un projet de loi qui vient juste de sortir, donc on n'a pas encore publié d'analyse. Là, on en est encore, parce qu'on court un peu après, entre la proposition de loi sécurité globale, le projet de loi déposé par cette fois-ci le gouvernement lui-même pour renforcer, soi-disant, les principes républicains, où c'était déjà bien sujet à caution, pour dire le moins, en termes de risques discriminatoires. Et maintenant, cette nouvelle, c'est un projet de loi de nouveau, d'ailleurs, pas une proposition, c'est pas les députés là, hein, c'est le gouvernement. Ça n'arrête plus du côté de Darmanin hein, pour ça. Eh bien là encore, c'est toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'au nom d'une lutte qui pourrait être légitime, il y a des risques, et pas un risque, hein, il y a des risques de dérive, et notamment une dérive discriminatoire à l'encontre des personnes musulmanes ou supposées, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a aussi quand même tous non seulement les contrôles aux faciès, mais les, comment on appelle ça, les visites à domicile, comme ils disent maintenant, ce qui ne manque pas d'imagination pour changer de vocabulaire. Hein. Maintenant, on ne dit plus perquisition.
Mais bon, sans accord préalable du juge, enfin toutes sortes de choses qui sont en train de revenir, et y compris la fameuse loi renseignement de 2015, dont on avait essayé avec ardeur de faire parler, mais on avait du mal à faire entendre ça, tellement tous les députés voulaient voter d'une seule voix pour cette loi au nom de la lutte contre le terrorisme, oubliant qu'au passage, on peut rogner sur les libertés, notamment celles d'expression, parce que quand on se sait surveiller, et même si on n'a rien à se reprocher, on ne va pas s'exprimer de la même manière. Et cette loi renseignement donnait trop de capacité au gouvernement de pouvoir surveiller les communications en ligne. Et donc, on a le retour par ce nouveau projet de loi. Encore une fois, j'ai à peine commencé à lire. Je ne vais pas en parler dans le détail parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il semblerait qu'on revient à ces histoires d'algorithmes qui permettraient de surveiller les premiers signaux d'éventuelles menaces terroristes, etc. Ce qui en soi, sur le papier, a l'air au départ tout à fait légitime pour protéger les gens, sauf que le problème dans ces cas-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui risquent de passer dans ce crible de surveillance, qui n'ont absolument rien à se reprocher et qui vont se retrouver dans une espèce de machine judiciaire et dans une forme de suspicion où ils auront le plus grand mal à prouver qu'ils sont innocents, parce qu'on est de plus en plus vers des mesures administratives sans que le juge intervienne, et c'est une société dont nous ne voulons pas. Nous considérons, là encore une fois, que même si bien sûr il est important pour un État de garantir la sécurité de ses citoyens, ça ne doit jamais être au détriment du respect des droits humains. Et le respect de la vie privée, le droit à la liberté d'expression, liberté de réunion, c'est-à-dire de manifestation, sans être surveillé par un drone ou autre, ce sont des libertés fondamentales que nous voulons à tout prix préserver. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est en France, nous ne risquons rien. Nous ne sommes pas, bien sûr, l'Arabie Saoudite, nous ne sommes pas, bien sûr, la Corée du Nord, encore moins, mais il y a cette dérive, ce glissement très, comment dirais-je, pernicieux, parce qu'on pourrait moins le voir. Et nous, on est un peu la vigie et la mouche du coche pour dire « Eh oh, attention, danger », avant que ce soit trop tard. Alors, pour la Turquie, c'est déjà fait. Vous allez dire qu'on est partout, mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas tout voir. Parce que si vous avez le temps, vous pouvez passer une journée entière sur le site, et c'est pire que le musée du Louvre, vous aurez fait qu'un centième. Parce que la Convention d'Istanbul, on est déjà à fond sur le plaidoyer, alors tous azimuts, parce que ce n'est pas seulement la Turquie que l'on cible, c'est tous les pays qui pourraient faire pression sur la Turquie pour dire non mais ça ne va pas. Comment peut-on revenir sur une convention qui défend les femmes contre toutes les violences dont elles font l'objet, au nom, soi-disant, de la défense de valeurs traditionnelles et familiales, parce qu'on ose parler de genre et de personnes LGBT et de je ne sais quoi encore qui déplaît à M. Erdogan. Donc là, on est vraiment en plein délire et il faut à tout prix, effectivement, qu'un maximum de société civile soit derrière nous pour crier haut et fort que ça n'est pas possible de revenir sur de telles avancées, quoi. Alors, on commence à passer beaucoup d'un truc à l'autre. Je vais peut-être conclure, si vous voulez bien, en répondant à la question sur le Master ONG. Alors, il s'appelle Master ONG et Coopération internationale, ou le contraire, je ne me rappelle jamais. Peut-être que tu peux le dire, Inès. C'est Coopération internationale et ONG. Voilà. Voilà, donc ça me permet de faire ma conclusion, parce que évidemment, j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à vos questions, et je serais tout à fait hypocrite si je ne disais pas que j'avais aussi une petite idée derrière la tête à chaque fois, c'est bien sûr d'inspirer des envies d'engagement, en fait. C'est pour vous dire à quel point je suis ravie à chaque fois déjà qu'il y a un intérêt, de pouvoir susciter simplement déjà un intérêt, parce qu'avoir envie de s'informer, c'est déjà la première action. D'ouvrir les yeux sur le monde, c'est déjà agir véritablement. Donc déjà, bravo pour ça, parce que les questions étaient extrêmement variées. J'aurais pu vous parler encore de tellement de sujets, vous n'avez même pas idée, mais notamment l'environnement, parce qu'environnement et droits humains, c'est aussi un sujet maintenant majeur pour nous, mais je ferai une autre conférence avec moi si vous voulez, ou d'autres. Mais en tout cas, on est sur plein de sujets et ça permet d'ouvrir la porte vraiment à toutes sortes de personnes. Toutes sortes comment dirais-je, de raisons peuvent vous amener à Amnesty International.
avec à chaque fois, je pense, chevillé au corps, la même conviction qu'on peut faire une différence, quoi. Donc c'est l'envie de collectif, c'est l'envie de concret, et puis c'est aussi l'envie à la fois d'apprendre des choses sur le monde, tout en se disant qu'on peut avoir une action sur ce monde-là, et pouvoir faire une différence en étant tous dans une espèce de force collective comme ça pour faire avancer le droit, pour faire libérer quelqu'un de prison, pour pouvoir faire cesser au moins la torture, si ce n'est le faire libérer, pour pouvoir protéger des femmes d'horribles exactions dans les conflits armés. Enfin bref, il y a toutes sortes de causes que vous pouvez découvrir sur amnesty.fr. Et puis bien sûr, agir en ligne, puisque nous avons des pétitions en ligne régulièrement, rejoindre un groupe local, parce qu'il y a des groupes locaux et des antennes jeunes un peu partout, pas seulement à Sciences Po, mais dans toutes les facs et dans les lycées, etc. Et donc, plus on peut faire passer ces messages-là, eh bien, plus on aura d'impact, et plus on va assurer la relève, parce que moi, j'ai quand même déjà 56 ans, et je suis ravie de voir des jeunes qui sont, comme vous, intéressés par cette cause, et des moins jeunes peut-être dans l'auditoire ce soir, et j'en serais ravie aussi, parce que c'est une cause universelle, intergénérationnelle, et absolument diverse, où on accueille la diversité le plus possible. Voilà, je vous remercie infiniment pour ce super moment que j'ai passé avec vous. J'espère que ça a été suffisamment clair. Apparemment, j'ai des remerciements qui me font chaud au cœur. Et merci beaucoup en tout cas pour cette conférence malheureusement bien trop courte. Mais merci, c'était super intéressant. Et vous pourrez saluer demain Cédric et lui dire qu'il continue le combat et qu'on est toujours derrière lui et derrière cette cause évidemment de la défense des personnes migrantes et réfugiées. Ça, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de me brancher, mais envoyez-moi quand même le lien, ça m'intéressera toujours de l'entendre. Et bravo pour ce que vous faites et bon courage pour vos études et tout le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, je vous laisse.